L'année est 2032. Le crime a disparu. Le contact physique est interdit. Et Arnold Schwarzenegger a été président des États-Unis. Si ça vous paraît familier, c'est que vous vivez dans la ligne temporelle prédite par un film d'action de 1993 qui était censé n'être qu'un blockbuster jetable. Les critiques l'ont descendu en le traitant de bruyant et stupide à sa sortie il y a 33 ans. Pendant que tout le monde regardait Jurassic Park, Sylvester Stallone et Wesley Snipes tournaient discrètement un documentaire sur notre futur. Aujourd'hui, nous ouvrons la chambre de cryogénisation pour comprendre pourquoi le film d'action le plus intelligent des années 90 n'a jamais eu de suite. La plupart des classiques d'action naissent d'une vision brûlante. Demolition Man est né d'un mal de crâne. Le scénario a traîné 6 ans à Hollywood et a été refusé par presque tous les grands studios. À l'origine, ce n'était pas une comédie d'action. Le premier jet était un thriller sombre teinté d'horreur, inspiré de L'Arme fatale mais placé dans un futur sinistre. Jean-Claude Van Damme s'était vu proposer le rôle du méchant tandis que Steven Seagal était attaché au héros. Imaginer ce film une seconde, ça aurait été une catastrophe. Seagal a fini par refuser parce qu'il ne comprenait pas la satire et Van Damme ne voulait pas jouer le méchant. Le projet a pris la poussière jusqu'à ce que le producteur Joel Silver voie le potentiel absurde d'un flic qui ne sait même plus utiliser les toilettes. Avec Stallone enfin engagé, le studio cherchait un méchant capable de lui tenir tête physiquement. Stallone avait un nom en tête, Jackie Chan. Sur le papier, c'était parfait. La vitesse de Chan contre la force brute de Stallone aurait été un spectacle. Mais Chan a refusé immédiatement, il avait une règle stricte, jamais de rôle de méchant pour ne pas décevoir son public asiatique qui le voyait comme un héros populaire. Les producteurs ont paniqué et ont trouvé un acteur en pleine montée, Wesley Snipes, qui venait de tourner Passenger 57. Snipes a accepté, a tout réinventé, en se teignant les cheveux en blond, en improvisant les répliques les plus drôles et en décidant que Simon Phoenix ne devait pas être seulement mauvais, il devait s'amuser comme jamais. Le casting a continué à être chaotique. Sandra Bullock paraît indispensable aujourd'hui en lieutenant Lenina Huxley. Elle apporte une énergie folle et pétillante qui équilibre parfaitement le grognement de Stallone. Pourtant, elle n'était pas le premier choix. Laurie Petty, fraîchement sortie de A League of Their Own, avait été engagée et avait même commencé à tourner. Elle a tenu 2 jours. Joel Silver l'a virée brutalement sous le prétexte classique de différences créatives. La vérité était plus simple. Elle et Stallone se détestaient. Leurs scènes ensemble étaient décrites comme de l'huile et de l'eau. Avec le temps qui pressait et l'argent qui brûlait, ils ont engagé une Sandra Bullock encore peu connue. Ce fut un coup de chance qui a changé sa carrière, quelques mois seulement avant que Speed ne fasse d'elle une superstar mondiale. Warner Bros a confié un budget de près de 60 millions à un réalisateur qui n'avait jamais tourné de long métrage. Marco Brambilla était un artiste visuel et réalisateur de pub connu pour ses images impeccables, mais il n'avait aucune expérience en narration de long format. Ce pari finit généralement en échec, mais Brambilla a apporté un regard unique. Il ne voulait pas d'un futur sale comme dans Blade Runner ou Terminator, il voulait tout brillant, propre et terrifiant de politesse. Il a traité les scènes d'action comme des installations artistiques. La scène d'ouverture avec l'immeuble qui explose a utilisé de vrais explosifs plutôt que du CGI. Son manque d'expérience l'a aidé paradoxalement. Il ne savait pas ce qu'il n'était pas censé faire, alors il a tout essayé. Le décor de Los Angeles est l'arme secrète du film. La plupart des films de science-fiction prédisent des voitures volantes et des lasers. Demolition Man a prédit la cancel culture et la positivité toxique. La société du film a supprimé le crime en interdisant tout ce qui pouvait causer du stress ou d'offense. L'alcool est banni, la viande est illégale et chaque gros mot coûte un crédit. C'était une satire de la correction politique des années 90, mais en 2026, ça ressemble moins à une blague et plus à un documentaire. Le génie de ce décor, c'est qu'il rendait le héros, un flic violent, aussi dépassé qu'un dinosaure. Le film ne parlait pas seulement d'explosion, il posait la question « Sommes-nous prêts à échanger notre liberté contre la sécurité ?» C'est cette interrogation philosophique qui fait qu'on l'analyse encore 30 ans après. Il faut parler des coquillages, sans doute la blague de toilette la plus célèbre du cinéma. Stallone entre dans les WC, ne trouve pas de papier, juste 3 coquillages sur une échalette et ressort confus pendant que Rob Schneider se moque de lui. Le scénario n'explique jamais comment il fonctionne. Le scénariste Daniel Waters a avoué plus tard qu'il n'en avait aucune idée non plus. Il cherchait un concept de salle de bain futuriste et a demandé à un ami écrivain. L'ami a mentionné un sac de coquillages décoratifs sur ses toilettes, alors Waters l'a écrit. Il n'y a aucun mode d'emploi secret. Pourtant, les fans créent des schémas et des modèles 3D depuis 30 ans pour trouver la solution. C'était une vanne jetable qui est devenue un morceau éternel de culture pop. Les véhicules n'étaient pas des accessoires de carton. L'équipe a signé un accord avec General Motors pour utiliser leur concept car, particulièrement la GM Ultralight.
Ces voitures en fibre de carbone coûtaient millions à développer et n'étaient pas faites pour être conduites violemment. GM a prêté près de 20 concepts inestimables, le scénario exigeait qu'elles soient écrasées, percutées et détruites. On voit l'angoisse dans certains plans où des cadres de GM regardaient leur budget de recherche partir en fumée. La ultralight faisait 100 miles au gallon, un chiffre qu'on poursuit encore. Aujourd'hui, le film a prédit le passage vers des véhicules ronds, efficaces et contrôlés par ordinateur, même si on n'a toujours pas la mousse de sécurité qui remplit l'habitacle en cas de crash. L'une des répliques les plus citées dit que Taco Bell est le seul restaurant à avoir survécu aux guerres des franchises. Dans la version américaine, tous les restaurants sont des Taco Bell. Mais Taco Bell n'était pas une marque mondiale en 1993. En Europe, personne ne savait ce qu'était un chalupa. Warner Bros. A donc modifié le film numériquement pour la sortie européenne. Ils ont remplacé chaque logo Taco Bell par Pizza Hut et doublé les dialogues. Dans la version européenne, les lèvres disent clairement Taco Bell, tandis que la voix dit Pizza Hut. C'était un des premiers exemples de localisation numérique qui prédisait l'homogénéisation des chaînes corporatives. Aujourd'hui, d'immenses conglomérats possèdent presque toutes les chaînes de fast-food, rendant l'idée de guerre des franchises moins une blague et plus une stratégie d'entreprise. Le manque de suite immédiate s'explique par l'argent froid et dur. Demolition Man est sorti numéro 1 en octobre 1993 et a fini par rapporter 58 millions aux États-Unis et 159 millions dans le monde pour un budget de 57 millions. Ça paraît rentable, mais ce n'était pas un phénomène. Comparé avec Terminator 2 sorti 2 ans plus tôt et qui avait fait un demi-milliard. Warner Bros. A vu Demolition Man comme un double solide, pas un home run, et les marges étaient minces après le marketing. Dans les années 90, les studios ne transformaient pas tout en franchise automatiquement. Il fallait un monstre pour garantir une suite. Demolition Man était dans cette zone inconfortable, assez réussi pour rester dans les mémoires, mais pas assez rentable pour lancer une production immédiatement. Le timing était catastrophique pour Sylvester Stallone. Dès 1995, seulement 2 ans après, sa puissance au box-office commençait à craquer. Il a tourné Judge Dredd, un autre film d'action futuriste qui ressemblait beaucoup à Demolition Man, mais qui a fait un flop. Puis sont venus Assassins et Daylight, 2 échecs commerciaux. Les studios ont commencé à craindre que le public pour les stars d'action des années 80 soit en train de mourir. Une suite de Demolition Man aurait coûté cher. Le seul salaire de Stallone atteignait déjà 20 millions. Warner Bros. A regardé les retours déclinants de ses autres films et a jugé le risque trop élevé. Ils ont mis l'idée de faire revenir John Spartan au placard et se sont concentrés sur des thrillers moins chers et de nouvelles stars comme Keanu Reeves. Pendant que Stallone galérait, Sandra Bullock explosait. Elle était actrice de soutien pendant le tournage de Demolition Man, mais Speed est sorti 1 an plus tard et l'a transformée en plus grande star féminine du monde. Son cachet est passé de quelques centaines de milliers à 10 millions du jour au lendemain. Une suite aurait exigé de ramener Lenina Huxley, parce que leur chimie était le cœur du premier film, mais payer à la fois Stallone et Bullock au sommet de sa gloire aurait détruit le budget. La dynamique avait changé. Elle n'était plus la sidekick, elle était une tête d'affiche qui portait ses propres franchises, comme Miss Congeniality. Les agendas sont devenus un cauchemar, elle était bookée 5 ans à l'avance. La fenêtre pour reformer le groupe s'est refermée presque aussi vite qu'elle s'était ouverte. La plupart des fans ignorent qu'un nuage noir planait sur les droits de l'histoire. Un écrivain hongrois de science-fiction nommé István Néméré affirmait que Demolition Man était un plagiat direct de son roman Fight of the Dead, publié en 1986. Les ressemblances étaient frappantes, un terroriste et un soldat cryogénisés qui se réveillent dans un futur sans violence pour reprendre leur guerre. Néméré disait qu'un comité avait lu son œuvre à Hollywood des années plus tôt. Il n'a jamais poursuivi Warner Bros. En justice parce qu'il n'avait pas les moyens de combattre une énorme société américaine. Mais à Hollywood, même la menace d'un procès pour copyright suffit à tuer une franchise. Les studios détestent les problèmes de chaîne de titres. S'il y a le moindre doute sur la propriété des personnages, les dirigeants préfèrent souvent abandonner le projet plutôt que risquer un arrêt de distribution. Si les rumeurs de plagiat n'ont pas tué la suite, c'est la comptabilité qui s'en est chargée. En 2017, 24 ans après la sortie, Sylvester Stallone a attaqué Warner Bros. En justice. Il accusait le studio d'avoir caché les profits de Demolition Man pour éviter de lui verser des points arrière. Le studio prétendait que le film n'avait pas généré assez de bénéfices pour déclencher le paiement, un classique trick hollywoodien appelé comptabilité créative. Les avocats de Stallone ont prouvé le contraire et le studio a fini par régler en lui versant une somme importante.
Mais on ne lance pas généralement une suite avec un acteur principal qui vous poursuit pour fraude. Cette bataille juridique a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de toute discussion de suite pendant les années 2010, une décennie où la nostalgie des années 80 battait son plein. Une suite posait aussi un énorme problème narratif. Simon Phoenix est mort. Le ramener aurait exigé de l'écriture paresseuse, genre clonage ou frères jumeaux, que le public déteste. Même s'il l'avait voulu, Wesley Snipes a passé la grande partie des années 2000 à gérer de graves problèmes fiscaux qui l'ont conduit en prison. Pendant longtemps, Snipes était inassurable pour les grosses productions. On ne monte pas un film à 100 millions autour d'un acteur qui risque de ne pas être disponible. De temps que Snipes revienne, l'élan était mort. La magie du premier film venait de l'énergie précise entre lui et Stallone. Sans Phoenix, on n'avait plus qu'un banal film de cop science-fiction. Avec les années, le film a cessé d'être drôle pour devenir précis. Dans le film, les gens font des visioconférences sur des tablettes, une technologie qui n'existait pas en 1993. Ils utilisent la commande vocale pour tout. La prédiction la plus effrayante est arrivée pendant la pandémie de Covid-19. Dans le film, le contact physique, comme les poignées de main, est interdit à cause de la propagation des maladies, et les gens se saluent par une vague aérienne sans contact. En 2020, les mèmes de Demolition Man ont envahi Internet parce que nous vivions littéralement le scénario. Puis il y a la bibliothèque Arnold. Le film plaisantait sur un amendement constitutionnel permettant à Schwarzenegger de se présenter à la présidence. Il n'est pas devenu président, mais il est devenu gouverneur de Californie, une carrière politique qui paraissait impossible en 1993. Cette pertinence croissante a gardé le film vivant dans la conscience collective bien mieux qu'une suite médiocre ne l'aurait fait. Le producteur Joel Silver est l'homme qui décide ce qui se fait. Au milieu des années 90, son attention s'est tournée vers un nouveau scénario qui promettait de redéfinir le sci-fi action, exactement comme Demolition Man avait essayé de le faire. Ce scénario était The Matrix. Silver a investi toutes ses ressources dans la vision des Wachowski. The Matrix est devenu le nouveau standard de la science-fiction. Une fois que Keanu Reeves esquivait les balles en 1999, l'action satirique et loufoque de Demolition Man paraissait ancienne. Le public ne voulait plus de héros musclés qui font des jeux de mots, il voulait des manteaux de cuir et du kung-fu philosophique. L'industrie a pivoté brutalement, les films d'action sont devenus plus sombres, plus sérieux et dépendants du CGI plutôt que des explosions pratiques. Une suite de Demolition Man aurait semblé un vestige d'une époque révolue. Ce n'est qu'avec la vague nostalgie des années 2010 que les gens ont recommencé à regretter l'action fun et autodérisoire des années 90. Mais pendant presque 20 ans, la tendance que Joel Silver lui-même avait aidé à créer avec The Matrix a bloqué le retour de John Spartan. Puis est arrivé le moment que les fans attendaient. En mai 2020, pendant un Q&A Instagram, Sylvester Stallone a lâché la bombe. Il travaillait dessus avec Warner Bros et ça avait l'air fantastique. Internet a explosé. Ça paraissait parfait, Stallone venait de réussir à relancer Rocky avec Creed et Rambo avec Last Blood. La formule des suites Legacy imprimait de l'argent. Les scénaristes spéculaient sur l'intrigue. Spartan vieillit dans un monde qui était reparti dans le chaos ou affrontant sa fille mentionnée dans le premier film. Pendant quelques mois, ça semblait réel, puis le silence est revenu. Aucun réalisateur n'a été annoncé, aucune nouvelle de casting et le projet est entré dans le redouté Development Hell. Demolition Man 2 a calé, bloqué par le ton. Top Gun est sincère et cool, Demolition Man est ridicule et satirique. Écrire une suite à une satire est extrêmement difficile. Si on la rend trop sérieuse, on perd le charme. Si on la rend trop bête, elle devient une parodie d'elle-même. En plus, la satire du premier film portait sur la correction politique. Une suite moderne devrait s'attaquer aux guerres culturelles d'aujourd'hui. Réseaux sociaux, IA, polarisation extrême. C'est un champ de mine pour un grand studio. Warner Bros a probablement peur de sortir un film qui aliénerait la moitié du public. Il est plus sûr de laisser le classique intact que de risquer un film qui se ferait cancel par la culture même qu'il essaye de satiriser. Sylvester Stallone est né en 1946, donc il aura 80 ans en 2026. Même s'il est en forme incroyable, la physicalité exigée par un film Demolition Man est immense. John Spartan n'est pas un coach qui reste sur le côté comme Rocky Balboa, c'est un bélier humain. À 80 ans, le studio ne peut pas l'assurer pour des cascades massives. Le scénario devrait devenir une passation de flambeau où Spartan forme un jeune flic. Mais le public ne veut pas d'un remplaçant jeune, il veut Stallone. Cette limite physique est l'horloge qui a probablement sonné.
Sauf à passer par l'animation ou un lourd de-aging CGI, nous avons simplement manqué la fenêtre. Les fans ont pris le relais. Si vous tapez Demolition Man 2 en 2026, vous trouverez dizaines de trailers. Certains utilisent l'IA pour générer des images d'un Snipes et d'un Stallone plus âgés, d'autres montent des clips de leurs films récents. Toute une communauté écrit des fanfictions où John Spartan affronte un Simon Phoenix cybernétique. Cela prouve que la demande existe et que la propriété intellectuelle est trop précieuse pour mourir complètement. Nous verrons probablement un reboot, une série télé ou un remake avant une vraie suite directe. Mais pour les puristes, rien ne remplacera la magie précise de 1993 quand un fric obsédé par le tricot et un maniaque blond faisait exploser un musée sur fond de jingle publicitaire. Peut-être que c'est mieux ainsi. Demolition Man reste une capsule temporelle parfaite des années 90, un film assez intelligent pour prédire le futur, mais assez bête pour être fun. Il n'a pas été dilué par une mauvaise suite ou une trilogie opportuniste. Il reste un maître-œuvre singulier qui a tout réussi. Des tablettes que nous tenons aux rouleaux de papier toilette que nous n'avons plus. Si vous voulez plus d'enquêtes sur les films qui ont défini une génération, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. On se retrouve dans le futur. Et n'oubliez pas vos 3 coquillages.